Abdelkrim Boudra, bonsoir. Vous êtes le porte-parole de Nebni, ce think tank qui est très actif. Alors, beaucoup de questions autour des subventions et on se demandait jusque-là comment allait faire le gouvernement pour essayer de mieux canaliser la subvention étatique qui devrait normalement aller vers les populations, les communautés défavorisées. Et est-ce que Nebni a finalement trouvé la solution? Nebni a proposé deux solutions qui nous paraissent plus adaptées à la réalité algérienne parce qu'il nous est apparu à travers les interventions des pouvoirs publics qu'on s'acheminait vers des solutions importées de pays comme le Brésil et d'autres et qui ne sont pas du tout adaptées par rapport à la situation algérienne. Donc nous avons travaillé assez rapidement pour sortir un rapport volumineux que vous pouvez retrouver sur le site nebni.org et qui dit attention, ne nous trompons pas de route. Et donc nous avons proposé deux solutions qu'on va peut-être développer et qui tiennent compte de la réalité algérienne. La réalité algérienne, il y a deux points que je vais citer rapidement. C'est un, que nous sommes un pays égalitariste, c'est-à-dire nous sommes très sensibles à cette idée de partager la richesse, de soutenir ceux qui en ont besoin. Et la deuxième, c'est les capacités faibles de nos institutions, c'est-à-dire l'appareil statistique algérien n'est pas suffisant, les bases de données ne sont pas interconnectées, et donc on aura du mal à cibler directement les personnes et les foyers qui en ont le plus besoin. Donc nous avons proposé des solutions plus faciles à mettre en œuvre. Quelles sont ces deux recommandations? Les deux recommandations sont les suivantes. La première, c'est qu'on a dit, et les deux sont sur une base déclarative, c'est-à-dire que les gens qui en ont besoin, qui ont besoin de ces subventions, vont les demander et soit on donne un montant à un ménage, donc c'est le ciblage progressif qui va cibler les 40% des ménages les plus démunis ou les plus pauvres ou ayant le moins de ressources, ce qui représente 50% de la population algérienne. Et là, on va donner un montant pour la famille. La deuxième, elle est encore plus simple à mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelait, entre guillemets, revenu universel. Elle consiste à donner à tous les Algériens qui le demandent, et on a pensé que ça serait autour de 90%, un montant. Alors rappelons-le, nous sommes en train de parler de quelque chose qui va compenser la perte de pouvoir d'achat liée à l'arrêt des subventions sur principalement deux produits qui consomment l'essentiel de ces subventions, c'est-à-dire les carburants et l'agroalimentaire, c'est-à-dire les céréales, la poudre de lait, l'huile et à un degré moindre le sucre. C'est des produits que nous proposons de viser en priorité et qui sont vraiment, pour le cas du carburant, alors c'est encore pire, très, très inégalitaire et inéquitable. Les riches en profitent beaucoup. Il y a beaucoup d'externalités négatives, beaucoup de problèmes de ces subventions et on n'est pas en mesure de les soutenir budgétairement les années à venir. Alors, une démarche, dans les deux cas, déclarative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas que l'administration se mêle pour désigner si X ou Y ouvre ou n'ouvre pas droit. C'est ça l'erreur. Si on le fait, si on autorise l'administration, c'est un peu ça ce qui est suggéré par le gouvernement. C'est ce qu'on appelle le ciblage classique comme il existe dans beaucoup de pays. C'est-à-dire l'administration prend les bases de données et dit « Nta il peut ouvrir droit, Hada il n'ouvre pas droit ». Ça c'est dangereux. Ça veut dire que le risque c'est qu'il y ait de l'exclusion, c'est-à-dire des gens qui en ont vraiment besoin et qui ne vont pas recevoir ce montant-là. Nous proposons une solution déclarative, c'est-à-dire tous ceux qui disent avoir un revenu au-dessous d'un seuil qui va être fixé. Il faudra prouver. Non, au début, on ne peut pas prouver, c'est-à-dire on peut pas, l'administration ne peut pas vérifier si justement, c'est ça la grande nuance, c'est-à-dire si on va à l'idée de prouver, donc de trouver les données sur chaque foyer, chaque ménage, chaque individu, ça va être très compliqué. D'abord, probablement, on ne fera jamais ce système-là. Donc, l'idée du déclaratif, c'est que les gens déclarent sur l'honneur, on peut prévoir des sanctions pour les gens qui trichent, et on prévoit un taux de tricheurs, c'est-à-dire il faut qu'on l'accepte.
mais il ne faut pas qu'on accepte d'exclure des gens qui en ont besoin. D'accord, mais il y aura des documents à fournir. Bien. Une simple déclaration aux institutions et on reçoit le montant qui compense, encore une fois, graduellement. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire. Là, on est dans des chiffres, dans un nombre de personnes qui est autrement plus important que celui qui existe autour des logements sociaux. Oui. Et donc, comment va faire l'administration pour gérer toutes ces enquêtes? Parce qu'il faudra qu'elle le fasse. Non, non, il n'y a aucune enquête à faire. A posteriori. Non, elle ne fait pas d'enquête. Même a posteriori. Non. Mais vous avez dit qu'il y aura sans doute des intrus qu'il faudra éliminer. Comment? On va les éliminer dans le temps. Quand on va constituer les bases de données statistiques, ça va prendre 5 à 10 ans. C'est-à-dire des pays, par exemple, comme le Brésil, qui ont 10 ans d'expérience sur la Bolsa Familia, le système un peu de transfert ciblé, ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire après 10 ans, 30% de taux d'exclusion, c'est-à-dire 30% de la population qui sont censés recevoir ces montants et qui ne les reçoivent pas. Nous ne voulons pas arriver à ce risque-là, parce que le cas de l'Algérie, il est hautement plus compliqué. Nous sommes l'un des pays les plus égalitaires au monde, 14e sur plus de 156 pays. Donc nous sommes un peu dans la poule des pays scandinaves en termes d'égalité des revenus. Donc les Algériens... On n'est pas prêt d'instaurer une monarchie. Comment? On n'est pas prêt d'instaurer une monarchie. Non, du tout, du tout. Donc l'idée, c'est de compenser ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les populations les plus défavorisées. Et pour cela, il y a un prix à payer, celui d'accepter qu'il y ait un peu d'intrus. Et on va les éliminer avec le temps. Mais au début, il faut pas... Mais comment vous allez les éliminer? On va les éliminer quand les administrations vont constituer les bases de données qui vont permettre de vérifier. Mais ça ne se fera pas avant 5 à 10 ans. D'accord. Et comment vous allez distinguer les riches? Parce qu'il va falloir s'intéresser aux riches aussi, les riches des pauvres, parce qu'il va y avoir certainement des riches qui vont venir faire leurs déclarations aussi. Alors, les deux approches sont un peu différentes. C'est ce que nous proposons au débat. Qu'est-ce qu'on veut comme système? Est-ce qu'on veut donner à tout le monde? C'est un peu le cas aujourd'hui, c'est-à-dire le cas des subventions, les Algériens réagissent de manière un peu effarouchée, mais ils oublient qu'on est en train de faire quelque chose qui profite à tous et plus particulièrement aux riches. Donc nous proposons quelque chose qui démantèle ça, c'est-à-dire les gens se trompent des fois de ce qu'on est en train de dire. Il y a un système aujourd'hui inégalitaire. Les riches consomment 6 à 7 fois plus en termes d'énergie. C'est-à-dire un pauvre qui n'a pas de voiture ne pourra jamais prendre sa quote-part des subventions par rapport à quelqu'un qui a 3 ou 4 voitures, comme c'est le cas de nombreuses familles aisées. Donc nous proposons de réduire ce gap en essayant soit de cibler les 40% des ménages qui ont le plus besoin, ça c'est l'option A, qu'on appelait ciblage progressif. Donc les Algériens sont en droit de dire nous ne consacrons pas tout l'argent public à tous les Algériens. Nous ne devons aider comme collectivité que ceux qui en ont le plus besoin. Je n'ai pas aidé quelqu'un qui gagne bien sa vie à acheter le lait ou à faire son plein de carburant. Il doit payer le juste prix. Ça, c'est l'option A. Elle touche 40% de ménages, ce qui équivaut à 48% des Algériens. Donc quasiment la moitié, on va leur donner de quoi compenser la perte de pouvoir d'achat qui Comment ça va se matérialiser pour l'identification au moment de l'achat? Ils auront une carte Non, pas l'achat. Ils recevront un transfert monétaire. Un transfert monétaire. Donc dans les deux cas, il y a un transfert monétaire. Bien sûr, dans les deux cas. Non, il y a l'histoire des Qofat Ramadan ou la Faïs Hadouk. C'est des aberrations qui sont humiliantes. Il faut oublier tout ça. C'est-à-dire... Vous avez réussi à définir ce qui était un riche et ce qui était quelqu'un qui est dans le besoin? Nous nous sommes basés, encore une fois, sur les données existantes, les données de l'ONS. Donc, si on prend, par exemple, les deux premiers, les quatrième et cinquième quintiles, c'est-à-dire les 40% de ménages les moins aisés, c'est-à-dire ceux dont les revenus sont les plus faibles, si on se base sur l'ONS, mais nous proposons de travailler avec eux et les institutions concernées, c'est autour d'un revenu de 60 000. C'est-à-dire, maintenant, on peut placer la barre un peu plus haut. C'est-à-dire qu'au-delà de 60 000 dinars, quelqu'un qui perçoit des revenus, enfin une famille, hein, c'est même pas un individu. Un revenu de ménage de 60 000 dinars. Fait partie dans ce que vous appelez les riches? Non, pas les riches. C'est-à-dire, il y a 5 strates. Nous proposons à ce que, la première option, nous proposons de cibler
les deux premières strates, c'est-à-dire la cinquième et la quatrième. Pour la première option, je suis d'accord, donc ça va crescendo. La deuxième, elle va concerner tout le monde. Si on est gêné avec cette idée qu'il y ait, parce que c'est ça ce que vous suggère votre question, c'est qu'en gros, il y a de la classe moyenne qui gagne 70 000 dinars ou 80 000 dinars et ils sont dans le besoin. C'est une vraie question et nous proposons justement aussi qu'il y ait une deuxième option qui dit, eh ben, on peut donner à plus de monde. Et c'est ce que nous proposons au débat. Donc, il faudrait que les institutions... élever le niveau du revenu. Élever le niveau, enfin, le seuil. Ça, dans l'étude, nous avons travaillé sur les bases de l'ONS, nous avons fait nos hypothèses qui sont publiques, qui sont sur le site nebni.org. Mais après, c'est ça le débat citoyen. Est-ce que nous devons aider ceux qui gagnent plus de 100 000, plus de 150 000, plus de 60 000, c'est ça la discussion. Et puis nos capacités, c'est-à-dire la première option coûte 2,4 de la production intérieure brute, du PIB, et la seconde, elle coûte 5,5. Donc c'est plus du double. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut payer aussi, qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce qu'on peut payer. Bien, vous avez informé de tout cela, le gouvernement? Bien sûr. On a adressé ce rapport au président de la République, au chef du gouvernement, aux ministères concernés, à des partis politiques, à des personnalités. On a reçu la réaction de la présidence de la République. On a reçu la réaction d'un ou de trois partis, pour être, j'espère ne pas me tromper. Des partis au pouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire au pouvoir? Dans le gouvernement? Non, pas les partis. D'accord. Et que vous a répondu alors? C'est intéressant, la présidence de la République. La présidence de la République nous en remercie. C'est-à-dire. Donc c'est un accusé de réception. Non, un peu plus qu'un accusé de réception, mais encore une fois, la question, c'est celle du gouvernement, c'est pas celle de la présidence de la République. Il y a deux ministères qui travaillent sur ça, le ministère des Finances et de l'Intérieur. Oui, mais cela n'a pas répondu. On n'a pas reçu de feedback, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'ils regardent ce qu'on a produit, et je pense que c'est le cas, et qu'ils participent au débat public, parce que les solutions qui sortent un peu de je ne sais où peuvent être très dangereuses. Nous proposons, et ce n'est pas une question de gouvernement, c'est une question de citoyenneté. Qu'est-ce que nous voulons comme modèle social? Nous proposons une solution qui va vers plus d'équité, qui évite les gaspillages. Il y a trop de contrebande, il y a trop de gaspillage, il y a trop de déperdition avec le système actuel. Nous proposons de le corriger calmement. Si on ne le fait pas maintenant, on risque de devoir le faire dans quelques années, mais dans la douleur. Et là, ça ne serait pas du 10 ou des 5% d'augmentation, mais c'est la question que je voulais vous poser. Comme le prix du baril remonte, il semblerait que ce rapport puisse être mis aux calendes grecques, mais effectivement, ça fera peut-être plus mal à l'arrivée. Écoutez, ce que nous avons dit en 2012, quand le baril était beaucoup plus haut que ça et que ce qu'on espère, on a dit attention, c'est-à-dire l'Algérie a des problèmes structurels. C'est un grand corps malade qui doit se soigner, même si aujourd'hui, physiquement, rien n'apparaît, mais le mal, il est très profond. Toutes nos propositions, que le baril soit à 60 $, ou à 100 $ ou à 40 $, elles sont les mêmes. Nous ne changerons pas une virgule. Il faut faire ces réformes vite et maintenant. Si on ne le fait pas vite et bien à court terme, on risque de le payer très cher. On a averti sur ça depuis 2012 et malheureusement tout ce qu'on a prévu s'est passé. Est-ce qu'on ne risque pas aussi, bon, je ne le crois pas trop, mais cela pourrait arriver que des ménages qui sont réellement dans le besoin aient du mal à faire cette déclaration? Surtout dans le cas numéro 1. C'est-à-dire, il y aura un très faible taux d'exclusion. C'est-à-dire, avec le modèle qu'on a proposé, nous pensons qu'on peut atteindre des niveaux d'exclusion inégalés au monde par rapport aux autres modèles. Et on le montre dans le document. Maintenant, il y aura toujours une vieille qui est dans une dchara, qui vit seule et qui va probablement... Mais ça, on peut le corriger aussi à travers les mécanismes de l'ADS, des APC, pour essayer d'aider des voisins. Et nous proposons une communication, un plan com. Nous le disons à la fin du rapport, il faut qu'il y ait un plan communication. Le slogan qu'on a proposé juste un peu pour alimenter le débat, les subventions de Dewam Daraham. Est-ce que votre rapport pêche par... Est-ce qu'il y a un défaut encore, quelque chose auquel vous n'avez pas réussi
à trouver une solution à travers ce rapport. Vous êtes convaincu de tout cela réellement? Écoute, est-ce que vous avez la sensation que c'est le meilleur des systèmes que vous venez de mettre en avant? Sincèrement, nous sommes un think tank, nous agissons dans le terrain des idées. Donc beaucoup de gens nous reprochent un peu cette posture, mais nous y tiendrons. C'est-à-dire celle de dire nous ne sommes en fait que des agitateurs d'idées. Nous ne sommes ni des politiques, nous ne sommes pas le gouvernement, nous ne sommes pas un bureau d'études. Nous pensons que nous avons proposé des idées qui tiennent la route. En tout cas, les feedbacks qu'on a reçus le confirment. Après c'est pas du Coran, c'est-à-dire nos propositions sont critiquables. Il y a deux ou trois personnes qui ont publié des articles, nous les avons partagés. Nous partons discuter avec ceux qui nous invitent. Nous serions ravis de répondre aux invitations des universités, des partis politiques, de ceux qui souhaitent nous recevoir. Et ceux qui ont des contre-propositions, qu'ils contribuent maintenant. Ce qu'on dit au sein de Nebni, on le dit gentiment mais fermement, on ne répond pas à un rapport sérieux d'études fait par un groupe, par des discussions de café. C'est-à-dire il faut produire des contre-propositions documentées, les mettre sur la table, et je vous jure que si on voit qu'il y a une meilleure proposition, c'est nous-mêmes qui allons la défendre, même si elle n'émane pas de Nebni. Notre ego, d'ailleurs nos rapports ne sont pas signés. Moi, je suis obligé de défendre un travail auquel je n'ai pas particulièrement contribué, et les gens sont anonymes, on ne cherche pas à... Et votre travail n'est pas rémunéré? Du tout, on paye même notre poche pour l'imprimer et le diffuser. Merci Abdelkrim Bouda pour cet éclairage. Eh bien, souhaitons en tout cas qu'il y ait une discussion entre vous et les autorités pour pouvoir parvenir rapidement à régler ce fameux problème des subventions. Merci beaucoup pour votre invitation et Sahar Mdankoum encore une fois. Isselmek. Merci chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour accueillir notre troisième invité qui va nous parler de son parcours entrepreneurial autour de biscuits délicieux, mais qui lui ont apporté un parcours qui lui a apporté aussi une certaine amertume. On en parle dans un instant.